Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le secteur de la visualisation de données et je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Marc Lazare. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Jean-Marc, je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors, je suis Jean-Marc Lazare, je suis le cofondateur et le président d'une société qui s'appelle Open Data Soft, que j'ai créée il y a 10 ans et qui édite une Data Experience Platform dont la mission est de démocratiser les usages de la data. Et donc, nous sommes leaders européens de ce domaine. Donc, quand tu as créé Open Data Soft, justement, dans quel contexte tu étais? Pourquoi tu as voulu comme ça travailler sur démocratiser l'usage des données? Alors, quand j'ai créé Open Data Soft, donc il y a un peu plus de 10 ans, je travaillais déjà dans la technologie autour de la data, mais plutôt des contenus, et en particulier des moteurs de recherche. Et mon quotidien, c'était de développer des technologies pour faciliter l'accès aux documents, aux images, à la vidéo, enfin tout ce qui est devenu assez naturel aujourd'hui dans notre quotidien. Et la data était un sujet souvent perçu comme quelque chose d'assez technique finalement. C'était l'affaire des gestionnaires de bases de données et de choses très compliquées. Et on voyait quand même que tout ce patrimoine d'informations et de connaissances que représentait la donnée était assez difficilement accessible. Et donc l'idée avec Open Data Soft, ça a été de se dire, mais existe-t-il des solutions? Et comme on a constaté que ce n'était pas le cas, de développer une solution dédiée à l'accès simplifié aux données. Donc finalement, comme un gros moteur de recherche, comme un Google de la data, si on peut dire pour simplifier. Et donc ça a été ça notre projet. Donc pour accéder aux données, mais aussi peut-être pour les avoir à un endroit, pour les publier. Au final, est-ce que c'est comme publier du texte ou de l'image? Alors non, effectivement, l'analogie de la donnée est un contenu s'arrête là, hein. La donnée, c'est un élément, c'est comme un atome finalement. Si elle n'est pas assemblée à d'autres atomes et mis en forme, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en tant que tel, ou ne sert qu'une seule fois à un moment donné pour mesurer quelque chose ou pour donner une information. Et donc la donnée, effectivement, a des caractéristiques particulières. Une autre caractéristique aussi, c'est qu'une donnée plus une donnée fait une autre donnée, hein. Donc on peut se dire un peu avec cette réaction en chaîne qu'on se retrouve à avoir une masse d'informations à travers ces données à traiter. Et donc quand on s'attaque à la question de publier et de rendre accessible très simplement ces informations qui à la base sont des données qui n'ont pas forcément beaucoup de sens en elles-mêmes, eh bien, il y a des questions de format à appréhender, des questions de qualité de données, des questions de mise à disposition dans des formats et sous des formes, en tout cas, qui les rendent accessibles et intelligibles au plus grand nombre, pour que ça ne soit plus justement qu'une question ou qu'une expertise de gestionnaire de base de données ou d'experts en traitement de data. Alors concrètement, pour qu'on se représente bien, ça passe par quoi? Si on va sur un site internet, on va voir comment, pour un utilisateur final, comment ça va se présenter pour lui. Alors, un utilisateur final, souvent d'ailleurs, va consommer de la data sans s'en rendre compte. Elle aurait été le plus souvent mise en forme, alors sous forme d'une visualisation, un graphique, une carte, et derrière, évidemment, c'est de la mise en forme de données unitaires qui est rendue accessible et intelligible pour un besoin donné. Donc ça, c'est la version la plus classique, hein, à travers laquelle on consomme de l'information, mais qui finalement n'est que de la donnée mise en forme. Il y a aujourd'hui aussi une variété de profils qui sont capables de consommer de la donnée, notamment grâce à la simplicité d'utilisation de certains outils du quotidien, donc un certain nombre d'utilisateurs qui vont vouloir consommer de la donnée de manière quasiment brute, hein. Donc on peut aujourd'hui, grâce à des outils décisionnels ou même à son tableur préféré, Excel ou autre, récupérer des grosses masses d'informations, les charger et les traiter tout seul finalement, sans être un expert en data science ou autre. Donc, on va vouloir récupérer des données. Mais pour ça, ça suppose que ces données soient disponibles dans des formats standards, que je puisse effectivement les charger dans mes logiciels préférés, qu'elles soient de qualité suffisante et structurées, bien décrites, hein. Et puis, évidemment, ça ne repose pas que sur les formats, ça repose aussi sur la connaissance de d'où viennent ces données, finalement. Est-ce que je peux avoir confiance en elles? Quelle est leur fréquence de mise à jour? Donc, on voit tout un tas d'informations autour de la donnée. On appelle ça d'ailleurs des métadonnées qui les décrivent. C'est l'enveloppe qui les décrit, qui sont presque aussi importantes, en tout cas dans l'usage, que la donnée elle-même. On voit que la relation de l'utilisateur à la donnée, elle ne se limite pas à une mise en forme visuelle, mais aussi à tout un ensemble d'informations qui entourent cette donnée. Et puis finalement, aussi toujours grâce à ces outils qui se modernisent et qui rendent très simple le développement d'applications. Aujourd'hui, on peut développer une application quasiment sans savoir écrire une ligne de code.
bien, on a besoin d'avoir des accès à ce qu'on appelle des API. Donc, ce sont des accès programmatiques, hein. Ce sont des accès très standards pour que des machines, finalement, puissent consommer de la donnée. Et finalement, on peut tous être développeurs. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce mode d'accès. Donc, si on résume, on voit qu'aujourd'hui, une même donnée peut s'exposer de 3 façons et il faut qu'elle soit d'ailleurs disponible sur ces 3 façons. Alors, je vais commencer par la façon la plus technique. Donc, on appelle ça des API pour que toute personne qui voudrait développer une application et avoir un accès temps réel à cette donnée puisse ensuite, je dirais, brancher son application sur la source de données. Un accès brut pour pouvoir télécharger des fichiers, typiquement un fichier CSV, un format que tout le monde connaît, et puis d'autres types de formats, de telle sorte que je puisse la récupérer dans, encore une fois, mon logiciel favori ou quotidien. Et puis, je dois aussi pouvoir explorer les données de manière visuelle. Alors souvent, on imagine les données sous forme de graphiques, de cartes, ça peut être d'autres formats, mais voilà. Et ce sont ces 3 formes qu'une même donnée peut prendre, très concrètement. Donc là, on a vu pour le réutilisateur, les formats. Maintenant, de la part de ceux qui mettent à disposition ces données dans les organisations, qui sont-ils? Pourquoi ils le font? Quels sont les cas d'usage en fait? Alors, au sein des organisations, on trouve finalement pléthore de personnes qui sont en charge de la production, de la gestion et de la mise à disposition des données. Pour prendre un exemple très concret, si je suis dans une entreprise responsable du référentiel produit, une société agroalimentaire, ce référentiel évolue en permanence. Et jusqu'à présent, j'avais la charge de gérer ces données-là et puis de faire en sorte qu'elles soient à jour dans mon logiciel favori pour alimenter ma supply chain, mon circuit de distribution. Ces données-là, j'ai de plus en plus besoin de les partager avec un auditoire beaucoup plus varié et bien souvent d'ailleurs en dehors de l'entreprise. Par exemple, si on est sur des biens de grande consommation, ces données-là, je vais devoir les mettre à disposition de nouvelles places de marché, de grands e-commerçants et qui vont avoir aussi des exigences eux-mêmes dans la façon dont je mets à disposition ces données et qui évidemment ne vont pas se connecter à mes outils métiers de supply chain ou mon ERP favori. Ils ont besoin d'avoir la donnée brute pour en permanence avoir la vision de mes stocks, etc. Donc on voit que finalement, de quelqu'un qui a la charge de la gestion d'un référentiel produit dans une entreprise, je me mets à devenir diffuseur d'informations, finalement, comme de contenu, auprès d'un auditoire très vaste. Et d'où l'importance des formats de mise à disposition de ces données qui doivent correspondre aux besoins. Donc, dans cet exemple, on voit effectivement que dans n'importe quelle organisation, finalement, on est créateur, gestionnaire et diffuseur de données. Donc, l'intérêt, il est, de connecter son organisation et son propre métier à un écosystème extrêmement vaste, aussi bien vers l'interne, mais de l'externe de l'entreprise. Donc, ça, c'est, on va dire, un bénéfice opérationnel, donc, logique de productivité et d'efficacité dans son organisation. Et après, il y a d'autres intérêts. On peut en citer 2. Il y a un intérêt, je dirais, de communication. Aujourd'hui, les Anglais disent «speak with data». Enfin, c'est même pas des Anglais, c'est en fait une des phrases phares chez bien connu Amazon. C'est-à-dire que finalement, la donnée mise en scène va étayer et prouver ou démontrer ou expliciter toute autre forme d'autre communication. Il y a même un élément fort de la culture d'Amazon qui est de dire qu'on ne peut pas communiquer en interne et proposer des projets sans speak with data. Donc on voit qu'effectivement, être capable de partager de l'information et la rendre intelligible et claire pour un maximum de gens, ça devient clé. Et il y a un 3e point qui est aussi une question de confiance. Finalement, si on applique là ce propos que j'évoquais plutôt pour le fonctionnement interne d'une entreprise, ben, on peut l'appliquer vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires, qui également aujourd'hui attendent qu'on prouve par les données ce qu'on dit. Donc typiquement, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est de la communication de l'ordre de l'impact, impact positif environnemental ou diminution. Les consommateurs attendent évidemment qu'on prouve par les données, d'une certaine manière, ce qu'on fait et que donc on puisse accéder à ces données. Et puis, 4e point, pardon, qui fait un peu le lien entre tout ça, c'est aussi une question d'innovation. On voit aujourd'hui que aucune entreprise n'est capable d'innover seule, elle est dans un écosystème très vaste. Finalement, souvent, ce qui fait le lien entre les acteurs innovants, c'est ce partage d'informations, cette donnée, alors données clients, données métiers, tout un tas de choses, évidemment, ça dépend des secteurs, et donc il est clé de pouvoir très facilement la faire circuler. Donc si on devait synthétiser, on passe d'une vision d'une donnée en stock à une vision d'une donnée en flux, et qui doit circuler très largement, certes en interne, mais aussi en externe de l'entreprise. Alors, au moment où vous vous êtes lancé avec Open Data Soft, on était en pleine émergence du courant Open Data. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Open Data? Alors, l'open data, en bon français, données ouvertes ou ouverture des données, c'est un mouvement qui est arrivé en France et en Europe continentale, plutôt venant des États-Unis et d'Angleterre. Donc, c'est plutôt au départ une philosophie, un ensemble de valeurs finalement qui consiste
à mettre à disposition des données pour un accès libre et gratuit. Alors pourquoi? Alors, les historiens, un jour, évidemment, peut-être challengeront ce point-là, mais on dit souvent que l'administration Obama, parce que, voilà, ayant une politique un petit peu différente de ses prédécesseurs, notamment d'augmentation des impôts, avait à cœur de prouver les effets de son action. Et donc, une façon de le faire, c'était de dire, bah, nous allons prouver par des données, donc finalement des données de la fonction publique, que chaque impôt, chaque dollar supplémentaire de taxes se traduirait en action. Donc, c'était ça l'idée derrière. Alors, c'était qu'une partie de l'idée. Souvent, c'est vrai qu'on avait tendance à la réduire à ça. La deuxième partie, c'était surtout pour accélérer et favoriser l'innovation. D'ailleurs, un des exemples qui a été pris à l'époque, c'était le GPS. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel, mais finalement, les systèmes GPS, c'était déjà de la mise à disposition libre et gratuite de données, d'informations, pour acquérir un leadership économique. Il y avait quand même un objectif, notamment plutôt de la sphère industrielle américaine, de dire, en mettant à disposition au début librement et gratuitement ce système-là, on va favoriser son adoption, et une fois que les gens seront, entre guillemets, accros à ce système-là, évidemment, ça sera le système leader. Donc on voit qu'il y avait effectivement un certain nombre d'objectifs concomitants dans l'open data. Quand il est arrivé, on va dire, en France, et au moment où nous avions créé Open Data Soft, effectivement, on a retrouvé à peu près les mêmes bénéfices attendus, à savoir une vie publique plus transparente. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a pas arrêté et qui d'ailleurs ne touche pas que la fonction publique. C'est une exigence des consommateurs de plus en plus vis-à-vis de leurs fournisseurs, donc des entreprises. Et puis aussi la donnée comme carburant, je dirais, de l'économie numérique, et donc qui permet à la fois de stimuler, de favoriser l'innovation, puisque si une organisation partage ces données avec le plus grand nombre, des services nouveaux vont se créer à partir de ces données-là. On peut citer par exemple des cas de sociétés qui se sont créés 100% sur l'open data, un acteur de la mobilité. Alors, ceux qui habitent plutôt dans les villes ou qui voyagent connaissent peut-être Citymapper. Voilà, c'est un calculateur d'itinéraire leader dans le monde. Et bien, il ne s'est construit que grâce à l'open data des villes qui mettait à disposition les données de temps réel des transports publics. Donc on voit qu'effectivement, ça peut stimuler et générer des nouvelles sociétés, de nouveaux usages avec une adoption massive. Donc voilà ce qu'est et ce qu'a permis l'open data au départ. Quelles étaient les promesses de l'open data à ce moment-là? On avait une vision un peu idéaliste peut-être. On pensait que ça allait changer plein de choses dans l'économie, dans la façon dont les contre-pouvoirs vis-à-vis des gouvernants aussi peut-être. Quelles étaient ces promesses-là et peut-être est-ce qu'elles ont été tenues avec le recul qu'on a maintenant? Alors comme tout nouveau mouvement, d'ailleurs souvent certains n'hésitent pas à qualifier d'effet de mode au départ, mais il y a aussi beaucoup de promesses, d'enthousiasme on va dire, et donc parfois un peu d'utopie. Donc dans les deux cas, il y a eu des promesses effectivement sur la transparence de la vie publique, et puis assez rapidement on a vu que ça se heurtait. Alors c'est à la fois aussi un bon signe, à beaucoup de réticences, alors des fois de bonne ou de mauvaise foi, on en parlera peut-être, mais on voyait effectivement que cette donnée qui quelque part est aussi, on dit l'information c'est le pouvoir, oui, si la donnée est l'information, c'est aussi le pouvoir. Donc on a vu assez rapidement des lignes de force se créer, de gens qui construisaient tout un argumentaire pour expliquer pourquoi l'open data ce n'était pas bien, et en fait c'était plutôt un recul pour la société, etc. Et puis par rapport à l'innovation et finalement la stimulation de la création de nouveaux usages et le développement économique, pareil, il y a eu un peu toute une croyance un peu, je dirais, naïve, simpliste, peut-être candide, comme tout mouvement au début, de se dire si je pose des données là libres d'accès pour tout le monde, il y a un peu par magie, des usages vont se créer. Alors on prenait évidemment, comme toujours, les 2-3 exemples. Je citais Citymapper, on se disait il va y avoir des Citymappers à chaque coin de rue. C'est évidemment pas ce qui s'est passé. En revanche, aujourd'hui, le mouvement, c'est devenu un mouvement de fond. C'est quelque chose qui est rentré dans la loi de certains pays. C'est une habitude qui aujourd'hui ne touche pas simplement la sphère publique qui cherche à innover dans ses services, mais aussi des entreprises qui en font un peu le cœur du réacteur de leur stratégie data. Et je pense qu'on va y revenir pour donner des exemples concrets. Et c'est rentré dans le droit français? Alors, c'est effectivement entré dans le droit français, puisque depuis 2016, il y a une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique, alors qui ne concerne pas que l'open data, mais qui met quand même le partage de données au cœur. Donc, c'est toute une loi qui vise à moderniser, on va dire, l'outil public d'un point de vue digital, donc porté par Axel Lemaire, même dit la loi Lemaire, pour ceux qui auraient entendu parler de ça. Donc, on parle bien de cette loi-là, et qui pour une fois, parce que en tout cas, c'est assez notable, donne des éléments très précis sur la façon de transformer une data en open data.
c'est assez rare dans une loi de dire comment les choses doivent être mises en place. En général, ça donne un cadre. Et là, explicitement, dans cette loi, on parle de format, on parle d'accès programmatique. Donc, on voit que quelque part, il y avait quand même des sachants de la donnée qui ont contribué à la rédaction. Et ça a créé un cadre. Alors, c'est une loi non contraignante. Certains ont pu le regretter. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres pays du monde où il n'y a pas de loi et ça avance à la même vitesse. Donc, ça a plutôt été un cadre qui a permis à la fonction, notamment publique, à l'administration française, d'avancer, je dirais, sans gêne sur ce sujet-là. Et justement, d'avoir un peu les coups des France, pardon, face à des fois des lignes de force qui n'étaient pas forcément favorables à l'open data. Du coup, dans ce qui constitue une démarche d'open data, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que juste le fait de mettre à disposition les données, ça suffit à qualifier une démarche open data? Alors, mettre à disposition les données, c'est pas nouveau. Certains vous diront, bah, moi, ça fait des années que je mets des données à disposition dans un PDF en ligne sur mon site web. Alors, on parle pas de données là. Une donnée, c'est quelque chose qui doit pouvoir être, je dirais, en l'état où elle est mise à disposition, récupérée par une machine. On dit machine readable. Alors, une machine, c'est un programme informatique ou mis quelque part directement dans un tableur Excel ou autre. Donc, là, c'est une donnée. Donc, évidemment, ce qu'on ne peut pas faire avec une information disponible dans un fichier de type document ou PDF. Voilà, déjà il y a une distinction un petit peu technique sur ce qu'est une donnée. Les poser et les mettre en ligne, certains vous diront il suffit de mettre un lien de téléchargement sur un site et puis les gens téléchargeront bien le fichier et se débrouilleront avec, un peu la version minimaliste. Ça suffit pas. Si on veut vraiment toucher un maximum de gens et aller à l'impact que l'on recherche grâce à l'open data, il y a tout un ensemble d'informations et des moyens d'accès à la donnée qu'il faut rendre possible. Donc déjà, il faut décrire la donnée, il faut rajouter des métadonnées, il faut décrire finalement qui en est l'émetteur, quelle est la fréquence de mise à jour, transformer des datas qui des fois sont un petit peu techniques. Quand vous prenez une donnée qui sort de votre base de données, il y a plein de sigles un peu cabalistiques ou en tout cas des descriptions un peu ésotériques issues de la gestion technique de la base de données. Datnum, si on vous dit datnum, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Alors que si vous le transformez, je sais pas, en date de création de l'enregistrement, voilà, donc toute cette transformation, cette préparation, on parle des fois de cosmétique de la donnée, elle est nécessaire. Et là, après, vous pouvez la mettre en ligne et d'un seul coup, elle est consommable par tout le monde, quelles que soient ses compétences. Voilà, donc, c'est vraiment ça, déjà, le travail à faire techniquement sur la data. Après, quand on parle d'accès libre, et alors, dans la sphère publique, on dit gratuit. Après, il y a les anglo-saxons, une notion un tout petit peu plus mesurée. Mais en tout cas, un accès libre et sans barrière, on va dire, ça repose aussi sur des licences. La data, elle était aussi disponible sur le web. Et beaucoup de gens venaient de servir, continuent à le faire d'ailleurs, voilà, en scrapant les données, comme on dit aussi en bon français, sans forcément se demander s'ils avaient le droit ou pas de le faire. Donc, l'open data, c'est aussi être extrêmement clair sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec quelles données, et donc d'associer à chaque donnée mise en ligne à disposition une licence qui explicite justement ses droits et parfois ses devoirs. Ça a d'ailleurs été un usage utilisé par un certain nombre d'acteurs qui disent si je mets à disposition cette connaissance, cette matière première qui en plus pour une bonne partie a été créée grâce à des investissements publics. Et si vous en êtes un consommateur, très bien, faites ce que vous voulez avec. Si vous, en plus, vous passez du temps à l'enrichir, à l'améliorer, si c'est un référentiel, par exemple, je sais pas, de station d'arrêt de bus, je vous donne des exemples extrêmement concrets qui se sont passés il y a quelques années, et que vous l'enrichissez, parce que finalement, vous êtes un grand acteur de la mobilité, et puis vous allez rajouter des informations, vous avez souvent l'obligation de repartager le référentiel. Alors, ça a gêné beaucoup d'acteurs, c'est pour ça que certains ne contribuent pas à l'enrichissement de l'open data, mais ça a permis l'émergence de mouvements extrêmement importants, un peu comme la Wikipédia de la data, si on peut dire ainsi, et ça a permis ce genre de choses. Et dernier point, c'est l'aspect gratuit. Alors ça, c'est très propre, on va dire, à la sphère publique. Après, quand on touche à de l'open data peut-être d'entreprise ou même d'acteurs qui sont des opérateurs de services publics, il y a une nuance à apporter. Le gratuit, c'est souvent la donnée brute à un moment donné elle est mise à disposition, mais surtout de manière équitable. Qu'est-ce qui fait que deux acteurs, parce que l'un, entre guillemets, aurait plus d'argent et l'autre moins d'argent, devraient payer un prix différent. Donc on est plutôt sur la mise à disposition dans des conditions économiques équitables et abordables de cette information. Et après, on peut imaginer des modèles économiques pour financer le service d'accès. Alors, je vais donner un exemple très concret. Si je suis un opérateur en Île-de-France, Île-de-France Mobilité pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, qui opère tous les réseaux de transport en commun en Île-de-France, et je mets à disposition mes données en open data, donc la position des bus, les horaires, etc. etc. Et puis, si, comme consommateur de ces données-là, j'ai une très grosse société, sans nommer laquelle, parce qu'il y en a plein, qui vient consommer ces données
de manière assez intensive pour nourrir son calculateur d'itinéraire, et ben, je ne lui fais pas payer la donnée, mais le service d'accès, puisque je vais, entre guillemets, devoir payer des serveurs, de la bande passante, du temps de réponse. Voilà. Donc on voit bien la différence entre le service d'accès à la donnée et la donnée. Pour rester dans les cas concrets, c'est quoi les jeux de données qui ont été mis en open data et qui étaient vraiment très attendus ou des jeux de données vraiment emblématiques? Évidemment, avec cette promesse de nombreux usages nouveaux grâce à l'open data, bah, ça a généré beaucoup d'espoir et d'attentes, hein. Et donc, des jeux de données ont été régulièrement et encore aujourd'hui attendus. Alors, c'est souvent très sectoriel et en fonction des sujets du moment. Donc, on a beaucoup attendu des jeux de mobilité, hein, des jeux sur la position en temps réel des bus, des métros, le niveau de remplaçage, en fait, tout ce qui finalement touche le quotidien des gens, hein, notamment dans les centres les plus denses, dans les villes les plus denses. On se disait, bah, j'aimerais finalement prendre le métro, le RER, le train, en me positionnant au bon endroit. Donc tout ça, ce sont des informations qui existent, hein, qui sont mesurées, et donc il y a eu beaucoup d'attentes là-dessus. Alors c'est pas encore fait, mais ça progresse et on voit les systèmes, je dirais, grand public, qui se nourrissent de ces données-là. Donc ça a été beaucoup d'attentes et ça commence à arriver. Il y a aussi beaucoup d'attentes liées, on va dire, dans la sphère publique, au budget, aux investissements. Donc on a attendu, alors citer quelques exemples un peu, enfin pas anecdotiques parce que c'est important dans la vie publique, mais qui n'ont pas révolutionné non plus les choses, c'est les déclarations des députés. Ah, voilà, on s'est dit, bah, très bien, on veut de la transparence, il y a toujours quelques affaires ici qui traînent là, on veut savoir quelles sont leurs dépenses, comment est-ce qu'ils dépensent leurs dotations, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui ont été attendues et qui n'ont pas été si simples que ça à mettre en œuvre, hein. Donc là, on a vu des combats politiques se mettre en place et puis aboutir au bout du compte. Aujourd'hui, je dirais que tout type de données va être intéressante. Finalement, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, ce sont des données sur l'activité économique. Qu'est-ce qui va m'aider, moi, en tant qu'entreprise ou moi, en tant qu'acteur public, de mieux comprendre, de mieux mesurer, pas forcément en temps réel, mais quasiment au jour le jour, quel est le niveau d'activité. Donc, parfois, des choses qui étaient déjà très utilisées se révèlent utiles dans un autre contexte. Quand les données de l'URSSAF, par exemple, les URSSAF ont été mises en open data, bah, on sait qu'à travers l'analyse de ces données, on a une analyse du dynamisme économique de telle ou telle région, puisqu'on voit que les créations, les radiations d'emplois, etc. Donc, il suffit de transformer cette information qui, au départ, est une information, je dirais, sociale, hein, et de gestion de la sphère sociale, en une information économique. Et là, d'un seul coup, ça intéresse un nombre d'acteurs extrêmement important, des responsables du développement économique local, évidemment, n'importe quelle entreprise. Si votre sujet, c'est de développer une chaîne de salles de sport, ce sont des informations, quand vous les prenez sous ce prisme-là, qui vous disent, ah, tiens, c'est plus ou moins dynamique dans tel secteur, moi, mes clients seraient plutôt de tel ou tel type, ces professions-là existent plutôt à tel ou tel endroit. Donc on voit qu'une information qui a été créée pour un usage ou une certaine raison à un moment donné se révèle être une mine d'informations dès lors qu'elle est mise à disposition d'autres. Donc voilà, on est passé maintenant dans vraiment une logique de demande régulière, et puis l'open data, comme on dit, c'est raccourcir les maillons, c'est raccourcir le chemin entre le producteur et le réutilisateur. Et les réutilisateurs qui ont compris que l'open data existait ont pris le réflexe d'aller demander. Donc, c'est pas juste je pousse des données, c'est finalement une nouvelle plateforme d'échange et de dialogue. Donc, ça connecte des gens ou des organisations entre elles et qui disent, bah voilà, tiens, tes données, tu les as mises à disposition, je les trouve pas assez précises, pas assez de bonne qualité, ah bon, et pourquoi, etc. Donc, en plus, ça a un effet vertueux d'amélioration de la qualité de la donnée, de nourrir finalement la stratégie data des producteurs de données qui souvent n'avaient pas pensé à toutes les possibilités d'usage de leurs propres données. Donc ça demande du temps quand même pour les organisations derrière qui vont mettre à disposition ces données. Mettre à disposition les données, ça demande un peu de temps, mais finalement, ça fait surtout gagner beaucoup de temps. Ça demande du temps si on cherche à imaginer tous les usages qui auraient été possibles, effectivement, mais c'est pas ça la question. Et justement, d'ailleurs, avant, c'était un peu ça. On me disait, les gens réfléchissaient à tout ce que pouvait être possible de faire, ils disaient, bah non, ça je sais pas, ou ça va être trop compliqué, donc ils ne faisaient rien. Là, finalement, l'open data, c'est de dire, je mets à un seul endroit, je mets comme si j'avais un entrepôt, un magasin, je mets à un seul endroit toutes mes données, et je fais en sorte qu'elles soient très simples à accéder par tout le monde, d'une certaine manière, et je ne vous connais pas, je ne connais pas vos compétences, je ne sais pas si vous êtes une entreprise, une organisation, si vous êtes un développeur, ou gérer monsieur ou madame tout le monde qui veut explorer des données. Mais voilà, tout ça sera possible et c'est ici. Donc finalement, c'est aussi une façon de réduire le nombre d'interactions et de dispositifs à mettre en place. Donc ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps, à tel point que beaucoup de personnes qui se sont mises à l'open data l'ont fait pour rationaliser la mise à disposition de données qu'elles faisaient déjà.
Après, il y a un coût, ou en tout cas un coût pas forcément technique, mais un coût humain de dire ah oui, effectivement, bah, je mets à disposition des données, je m'expose ainsi à ce que des gens me disent qu'elles ne sont pas assez fraîches, d'assez bonne qualité. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas juste un investissement, je dirais, one shot, c'est un investissement qui s'engage dans une démarche long terme. Mais un petit peu comme il y a quelques années, où les marques ou les entreprises se sont exposées sur les réseaux sociaux, ben, au début, elles ont créé leur site, elles ont poussé des contenus, puis après, il a fallu des community managers pour discuter avec les gens, et cetera, et cetera. Donc effectivement, on voit qu'il y a toute une nouvelle pratique qui se crée. Si on revient sur cette analogie de dire la donnée est un nouveau contenu, ben, comme pour tout autre contenu, il faut des gens pour animer la relation autour de ces contenus. Pas exactement la même que de publier des posts sur Twitter, hein, évidemment, mais en tout cas, il y a tout un écosystème avec qui il faut dialoguer autour de ce contenu. Et le coût, c'est là qu'on va dire que le coût et l'investissement sur le long terme est, mais aussi que tous les bénéfices et les retours sur investissement sont. Et est-ce que c'était ça les craintes de ceux qui justement n'étaient pas très chauds pour passer sur l'open data ou pour se mettre dans cette démarche-là? Qu'est-ce qui les retient encore aujourd'hui, ceux qui n'avancent pas dans cette direction, ou qu'est-ce qui à l'époque était le plus présent dans les inquiétudes? Les principales inquiétudes de ceux qui soit hésitaient ou voire très franchement ne voulaient pas aller en open data étaient souvent de trois ordres. Il y avait souvent la crainte, alors, légitime ou légitime, en tout cas des fois de bonne ou de mauvaise foi on va dire, mais du mauvais usage, du mésusage, de l'usage malveillant d'une information. Et c'est vrai que comme c'était nouveau, y compris des acteurs dont on pouvait penser qu'ils manipulaient de la donnée extrêmement classique, des tracés de lignes de train, des tracés d'installations électriques, mais grand public, hein, qu'on peut voir autour de nous, donc on ne sait pas que c'est de l'information. Elle se disait, mais si je les mets à disposition, certains vont en faire un mauvais usage. Alors évidemment, hein, invoquer tout ce qui pouvait exister de pire pour la société, de terrorisme, etc. Bon, dans les faits, 10 ans après, d'abord, il y a des risques ne sont jamais arrivés. Et deuxièmement, ben, on sait très bien, alors ça c'est souvent assez classique, hein, que ces mauvais usages ou usages malveillants, ils sont en général faits par des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur mette la donnée en open data. C'est pas tellement ça la question. Donc ça, c'était deuxième aspect, c'est la perte de pouvoir. À un moment donné, enfin pouvoir au sens, pas forcément au pouvoir politique, hein, mais vraiment, quand on gère une donnée, finalement, c'est un peu son fonds de commerce, c'est un peu la légitimité, des fois le sens même de son travail au quotidien, de son activité. La partager avec d'autres, c'est s'exposer, c'est prendre le risque de se dire que quelqu'un va nous dire qu'on ne le fait pas assez bien, qu'on pourrait le faire autrement, qu'on pourrait le faire mieux, ou qu'on ne viendra plus me demander. Voilà. Donc ça a été c'est un vrai sujet, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Je pense que je ne sais pas si c'est une crainte, je dirais, inconsciente, hein, mais c'est probablement un des principaux freins. Et nous, ce qu'on fait au quotidien quand on accompagne des projets, c'est justement de montrer que tous les bénéfices associés sont beaucoup plus importants, et qu'au contraire, puisque cette crainte, ça valorise l'activité des gens, hein. Tous ceux qui ont franchi le pas, alors de force ou de gré, hein, à un moment donné, parce que des fois, il y avait des obligations légales de le faire. On dit, ah mais en fait, c'était génial, grâce à la mise à disposition des données que je gérais avant, les gens ont enfin compris ce que je faisais, se sont mis à utiliser mes informations, et ça a permis de valoriser et d'expliquer quelque part à quoi je servais, là où des fois, on ne sait pas trop ce que font les uns ou les autres. Voilà, donc ça, c'est les deux principales craintes, et qui ont plutôt eu tendance à s'estomper. La troisième crainte, effectivement, elle était plutôt de l'ordre économique, mais en disant ça va me coûter cher, ça va pas me rapporter autant qu'on le pense. Où il y avait aussi ce mythe que souvent on dit la donnée c'est l'or noir ou c'est l'or. Forcément, il y a une espèce de raccourci intellectuel qui s'est traduit. Ça a tellement de valeur qu'il ne faut surtout pas que je le partage. Voilà, donc, sauf que ça peut marcher pour certains types de biens, on va dire, mais quand on est dans les matériels, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous le gardez dans votre coffre-fort, ça vaut rien du tout, quoi. Enfin, ça va pas se valoriser avec le temps. Donc, ça ne vaut que si ça circule et que c'est utilisé par des gens. Donc, à un moment donné, voilà, c'était plus une incompréhension, et ça a été un frein. Et pendant longtemps, au début de l'open data, les gens n'ouvraient pas en disant non, mais je vais attendre que je vais trouver le modèle économique, je vais vendre mes données très chères, je vais surtout pas les ouvrir ou les partager avec d'autres. Certains s'y sont essayés, puis 5 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas généré un euro avec leurs données qui avaient autant de valeur, et ils se sont rendus compte qu'en la partageant avec d'autres, à minima, ils généraient des usages, ils avaient des nouvelles relations business avec des partenaires économiques, et là, ça les mettait dans une dynamique, je dirais, positive de développement économique. C'est aussi la crainte de partager des données
de moindre qualité ou des données dans lesquelles il peut rester des erreurs, il peut rester des approximations. Est-ce que ça a joué et quelle réponse elle peut apporter dans justement la méthodologie de partage? Oui, tu as raison, hein, c'est d'ailleurs une des craintes de ceux qui veulent bien faire, et c'est louable, hein, qui d'ailleurs étaient plutôt pour l'open data, enfin, ou en tout cas pour une démarche de partage et de mise à disposition des données dans des conditions maîtrisées, et qui, soucieux de mettre à disposition de la donnée de bonne qualité, disaient: je ne mettrai à disposition que quand ça sera parfait. Alors, c'est encore une fois louable dans l'intention. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a vu que l'open data, et c'est pour ça que j'ai pris la comparaison avec Wikipédia, c'est s'ouvrir à une communauté qui va vous aider. C'est plutôt bienveillant, hein. C'est-à-dire que même les acteurs qui étaient les plus réticents et certaines grandes marques, grandes entreprises qui sont souvent exposées à la critique, se sont rendus compte qu'en ouvrant leurs données, elles s'ouvraient à des gens qui leur ont jamais reproché d'ouvrir de la mauvaise donnée, de mauvaise au sens de qualité insuffisante. Ce qui leur a été reproché, c'est qu'en revanche, quand on leur pointait du doigt que ils pourraient améliorer leurs données, on leur donnait même des conseils. Ils s'ouvraient quelque part une expertise gratuite. En plus, on leur disait: vos données, vous pourriez les améliorer comme ci, elles pourraient nous être plus ouvertes, plus utiles comme ça. À partir du moment où elles ne prenaient pas en compte ces demandes ou ces recommandations, effectivement, là, elles s'ouvraient à la critique. Mais à partir du moment où elles les prenaient en compte, c'était extrêmement vertueux. Il y avait un effet positif, une spirale positive qui se créait, un écosystème qui trouvait ça génial, qui s'enrichissait. Et finalement, un peu encore une fois, comme ce modèle de Wikipédia où vous avez les contributeurs qui vous aident à améliorer votre asset, où vous vous retrouviez finalement au cœur d'un écosystème et quelque part dans le monde économique, leader de votre secteur grâce à ça. Donc voilà, je suis assez d'accord, c'est une crainte, mais voilà, il faut, après 10 ans, on a quand même suffisamment d'exemples pour montrer que il faut démarrer, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord, mais il faut se mettre dans une dynamique, être extrêmement réactif et petit à petit, c'est bénéfique. Là, on a beaucoup parlé de l'open data dans l'idée d'une organisation qui partage vers des réutilisateurs extérieurs. Est-ce que l'open data, ça joue aussi pour de l'interne? Est-ce qu'on partage des données ou met à disposition des données pour que ses propres membres, ses propres collaborateurs les utilisent? Alors c'est vrai qu'on a mesuré au début de l'open data, hein, quand je dis on, c'est tous les gens qui ont mis en œuvre ou participé à la mise en œuvre de projets open data, qui étaient les utilisateurs. Et alors, des premières statistiques, alors qui à la fois a surpris tout le monde, et puis après on s'est dit, mais c'est finalement assez évident, c'est que plus de 50%, c'était même plus de 60% au début de l'open data, des utilisateurs des portails publics étaient les collaborateurs eux-mêmes des administrations. Donc ça voulait dire que les systèmes, les applications, les sites web ou Internet qui étaient mis à disposition pour la consommation en termes de données étaient moins performants, ou en tout cas ne répondaient pas aux critères, ou moins bien que ceux qui étaient mis en place pour l'open data. Donc ça a éveillé effectivement l'intérêt d'un certain nombre de gestionnaires de systèmes d'information qui ont dit finalement ces bonnes pratiques qui ont l'air de fonctionner pour l'extérieur, appliquons-les aussi pour l'intérieur. Alors au début, pour ces données publiques. Donc, finalement, c'était un petit peu les deux faces d'une même pièce, en disant on doit être aligné là-dessus. Et finalement, tout à l'heure, on parlait du coût de l'open data. Là, c'était vraiment un effet, finalement, à moindre coût, on améliorait l'efficacité interne. Et puis, deuxième sujet, les gens se sont mis à partager, cette fois-ci dans un mode privatif, mais avec les mêmes principes, on va dire, d'accessibilité à la donnée, de la donnée privée, qui n'avait pas vocation à être partagée à l'extérieur. Mais quand on est une entreprise, et il n'y a pas besoin non plus d'être une multinationale mondiale pour ça, il y a assez vite des silos, des problématiques de partage d'informations, de problèmes de transversalité, et bien finalement, cet aspect un petit peu rendre la donnée accessible en self-service, c'est un principe qui s'est, pas dire encore aujourd'hui imposé, mais répandu au sein de certaines organisations qui se sont inspirées des pratiques open data pour les appliquer à leurs propres données, pour leurs collaborateurs au sens large, hein, collaborateurs internes, les employés, puis collaborateurs, tous ceux qui collaborent avec l'entreprise, donc des partenaires, business, fournisseurs, distributeurs, etc. Et du coup, vos premiers cas d'usage, les premiers projets sur lesquels vous avez travaillé au lancement de Open Data Soft, est-ce que c'était de l'open data du public ou est-ce que c'était d'autres usages à l'époque? Quand on a démarré Open Data Soft, ce qui nous a surpris, alors que c'était notre vision, c'est qu'on a tout de suite, marché sur deux jambes, une jambe Open Data et une jambe entreprise. On a eu les deux types de projets auxquels on a contribué, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est resté relativement équilibré.
Notre premier projet, c'était de travailler par exemple pour une branche de Veolia, Veolia Eau, sur la qualité d'eau, donc dans le monde de l'IoT. Et donc là, on n'était pas sur de la mise à disposition de données vers l'extérieur, pas encore à ce moment-là, mais on était sur l'amélioration d'un service public qui est celui du monitoring et de la surveillance de la qualité de l'eau. Donc c'est une activité où les gens vont installer des sondes dans les cours d'eau, dans les égouts, etc. Et ça a servi d'ailleurs récemment, quand on entendait parler pendant la crise Covid de la détection en amont de la présence du virus dans les eaux. C'était exactement ces solutions-là. Et cette donnée-là, bien, en fait, il y avait une ambition de se dire elle a plus de valeur que simplement, entre guillemets, détecter des problèmes et ensuite de les résoudre, mais elle apporte une connaissance extrêmement utile. Donc ça a été ça. Et puis à côté, finalement, mais avec les mêmes outils technologiques, des acteurs du public. C'était notamment le tourisme au début qui a été très friand de ça, donc très orienté client final, en se disant les données de notre patrimoine local, donc c'est dans les Alpes de Haute-Provence, je me souviens, le premier client avec son sujet, c'était de dire plutôt que de concentrer tous nos efforts sur le nombre de visiteurs de notre site web, et quelque part le client chinois, italien ou espagnol, il ne vient pas sur le site web des Alpes de Provence. En revanche, il va consommer des informations à travers ses propres sites, voilà, ou des agrégateurs. Pour que nos données, pour que ce soit nous qui ayons la maîtrise quand même sur les données qui sont ensuite répandues par viralité à travers le monde, eh bien, nous allons les mettre en open data. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que c'était plus efficace pour eux de mettre en open data des données voilà, sur les circuits de randonnée, sur le patrimoine touristique, etc., qui se retrouvaient quasi automatiquement, on va dire, répercutés dans tous les sites touristiques, enfin, qui en tout cas intégraient cette zone géographique, et ça avait un impact beaucoup plus fort. Et on a des anecdotes assez sympas d'ailleurs de ce type-là, hein, alors peut-être pas avec les Alpes de Provence, mais on a travaillé dans le monde culturel par exemple, et avec le musée Albert Cap, qui est une photothèque incroyable qui dépend du département des Hauts-de-Seine. Et ils ont mis en ligne, ce qui est assez rare aujourd'hui encore dans le monde des musées, toutes leurs photothèques en libre accès, gratuit. Et au début, ils ont été assez interpellés parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'appels sur leur coût de consommation sur leur portail open data venant du Vietnam. Alors, c'est un peu un cliché, si on dit on est en train de se faire hacker par les Chinois, qui nous passe un peu le truc. Mais en fait, en analysant, c'était assez intéressant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait, grâce à cette viralité un petit peu naturelle, tout un tas de gens au Vietnam, en l'occurrence, ont découvert ce site et se sont rendus compte que c'était les seules photos qu'ils avaient des villages qui avaient été détruits pendant la guerre. Et donc, il y a eu un pic d'activité, ça a fait connaître leur photothèque, etc. etc. Et donc, ça fait un petit peu le buzz à l'époque. Voilà, ils sont passés à la radio assez souvent pour expliquer ce cas. Et ça montrait effectivement, pour le coup, pour un moindre coût, on rendait visible quelque chose, un patrimoine, une activité, et qui pouvait se répandre à l'échelle mondiale quasiment instantanément. Comment ces cas d'usage ont évolué entre le moment où vous êtes lancé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui? Alors, les cas d'usage aujourd'hui, l'intérêt aussi, c'est la logique de réplicabilité. C'est qu'on dit souvent on est passé d'un open data de l'offre à un open data de la demande, mais beaucoup de gens s'en inspirent. Donc, pour rester peut-être dans ces sujets un peu je dirais du patrimoine local ou territorial, le dernier exemple que j'ai en tête, la métropole d'Orléans, dont le gestionnaire du patrimoine et les services culturels ont installé tout un tas d'œuvres d'art sur la voie publique, ont eu l'idée d'en faire la promotion aussi, pas que évidemment, mais grâce à la mise en ligne de leurs données, mais de créer des pages, et des pages web, qui sont d'ailleurs qui font de la data mise en forme, d'apposer des QR codes sur ces œuvres d'art. Donc, vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde se sert d'un QR code, et est assez familier avec ça. Fait que n'importe quel passant pouvait flasher le QR code. Ça renvoyait directement vers de la data mise en forme pour expliquer un peu pourquoi cette œuvre d'art, qui est l'artiste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, justement, grâce à ça, ça donnait des statistiques d'usage. Alors qu'avant, vous pouviez mettre une œuvre d'art dans la rue, avant de savoir combien de gens se sont arrêtés devant, alors à moins de ne pas mettre une caméra au-dessus de chaque œuvre d'art, avant que les gens sachent combien de gens se sont arrêtés, qui s'y intéresse, etc. On n'avait pas cette information-là. Là, grâce à ce système de bout en bout, à partir du moment où quelqu'un passe, flash le QR code, c'est automatiquement tracé. Alors, pas la donnée individuelle, mais on est capable de dire, voilà, il y a 30 personnes aujourd'hui, 30 personnes le lundi, 40 le mercredi, 100 le samedi, qui se sont arrêtés devant cette œuvre d'art. Et c'est extrêmement précieux pour des métiers qui avant n'avaient pas du tout la possibilité, donc du coup pas du tout l'habitude de pouvoir mesurer finalement l'impact de leur activité. Sur les modèles économiques autour du partage des données, là on a beaucoup parlé de l'open data, donc avec
un partage plutôt gratuit ou libre, ou en tout cas, à minima, juste pour dédommager les ressources consommées. Mais est-ce qu'il y a d'autres modèles d'affaires autour de la mise à disposition des données? Oui, il y a beaucoup de modèles qui se sont petit à petit créés, qui sont encore un petit peu en test, hein, comme tout nouveau modèle économique, a fortiori dans le monde digital où il y a du test and learn. C'est l'avantage, hein, c'est on peut tester des choses, les retirer, les remettre d'une autre manière, c'est immatériel. Donc il y a un point qu'on a évoqué à un moment donné, c'est la volonté de monétiser des data brutes. Ça n'a pas très bien marché. En fait, finalement, ce qui a marché dans ce domaine-là, c'est que ceux qui vendaient déjà des catalogues de données brutes, des données consommateurs, etc., bon, on va dire l'outil digital les a aidés là-dessus. Donc, ça n'a pas vraiment un nouveau modèle économique. En revanche, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait un peu ces modèles, on dit modèle freemium, hein. La donnée permettait de faire connaître des choses, de générer des leads et ensuite de m'amener des nouveaux clients. Un exemple en tête, c'est par exemple une banque, hein, la Fédération des banques populaires, donc du groupe BPCE, a pris le parti de mettre à disposition alors des données qui évidemment étaient anonymisées et agrégées, donc aucun risque de réidentification des personnes, mais de mettre à disposition donc des données statistiques issues des données de paiement par les terminaux de carte bancaire. Donc en fait, ça se transforme en des informations extrêmement précieuses puisqu'on est capable de dire, à l'échelle du département ou de telle ville, voilà les dépenses moyennes par carte bleue. Est-ce que ce sont plutôt des Français, des touristes allemands, etc. etc. Donc, ça a été mis à disposition. Quel est l'intérêt? Déjà, en tant que banque, je pense qu'il y a une forme d'engagement. En tout cas, c'est la posture de cette banque-là, un engagement un peu citoyen, de dire on a cette connaissance-là, on la repartage avec les autres parce que finalement, elle participe, les acteurs publics locaux, les entreprises locales peuvent l'utiliser, etc. Et c'est une connaissance et on est vraiment dans une économie de la connaissance au sens si on la partage mieux, on va plus vite trouver des solutions ensemble. Et puis en période où les crises ont un peu tendance à s'enchaîner, c'est plutôt pas mal qu'on partage rapidement toutes les connaissances. Et puis en fait, un des intérêts, c'est de dire, grâce à ça, on va faire connaître aussi qu'on a cette information-là. Des gens vont venir nous voir, alors plutôt là des entreprises, des chambres de commerce, etc. Et vont nous dire, est-ce que vous n'auriez pas un peu plus de données? Mais là, c'est effectivement de la génération de leads, puisque si vous êtes responsable des banques populaires, vous dites bien sûr, et d'ailleurs on a tout un tas de conseils à vous donner pour développer votre commerce dans notre département. Donc on voit que il y a un vrai sujet d'attractivité, donc c'est pas forcément de la monétisation directe, c'est de la génération indirecte de leads. Et puis après, effectivement, à partir du moment où on a vu qu'une donnée pouvait assez facilement maintenant, pour peu qu'on sache ce qu'on souhaite faire, mais s'assembler sous la forme de produits. On dit souvent la donnée, c'est un produit, mais c'est pas, encore une fois, la donnée brute, c'est l'objet qu'on a fabriqué avec la donnée, qui peut être une visualisation, un site web, un observatoire, un système de QR code vers une œuvre culturelle ou un mobilier urbain. Ce sont ces objets, ces nouveaux objets digitaux, ces nouvelles expériences data, on va dire, qui se sont largement développées et qui ont évolué dans le temps, qui, elles, sont monétisées. Donc le modèle économique, il est indirect. Et puis après, on voit aujourd'hui des entreprises qui, grâce à toutes ces discussions et ces 10 ans autour de la valorisation du patrimoine de données, se disent: «Ah mais moi aussi j'ai un asset incroyable de données, j'ai des données industrielles, j'avais jamais pensé à ce qu'elles puissent intéresser d'autres personnes» et qui commencent à réfléchir à ça. Voilà, donc on voit toute une émulation en cours autour des modèles économiques de la donnée, c'est extrêmement intéressant. Et pour continuer à dessiner comme ça les différents liens autour des données et du partage des données, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion d'open innovation et le partage des données. Parce qu'au final, quand on a des gens qui réutilisent ses propres données, ça crée des liens. Est-ce que c'est des liens de dépendance? Est-ce que c'est des liens qui peuvent aussi nous aider à aller plus vite sur certains dossiers? C'est vrai que la mise à disposition de données, le fait qu'elles soient réutilisées, ça crée des liens de dépendance, mais bon, je dirais que ça, c'est justement toutes les choses qu'il faut anticiper, pas forcément se dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas savoir pourquoi on le fait et quel type de dépendance on va créer. Mais ça crée surtout, ça permet de créer des écosystèmes. Aujourd'hui, on est vraiment dans des logiques, a fortiori, dans une économie plus globalisée, mais qui doit résoudre des problèmes locaux, dit d'open innovation, effectivement, où des acteurs, parfois d'ailleurs de domaines extrêmement divers, en tout cas qui ne sont pas du tout positionnés au même endroit dans les secteurs d'activité ou dans leur chaîne de valeur, vont se retrouver et décider de partager également des données afin de résoudre des problèmes. Alors, des problèmes, ça peut être innover plus vite, créer plus vite des services, ça peut être évidemment améliorer leur propre modèle économique. Peut-être citer 2 exemples, hein, c'est un tout près je dirais tout près de nous parce que assez récent. Il y a un ensemble d'acteurs, notamment autour du monde médical, qui se sont regroupés. On crée une initiative qui s'appelle Future for Care, donc on va retrouver dedans des entreprises comme Sanofi, Generali, Orange,
et autres, et puis des acteurs éventuellement de la sphère publique, qui ont décidé pour avoir une meilleure connaissance, je dirais, des problèmes de pathologie finalement et de mode de vie des gens, de lien entre les deux, de partager des données. Alors qu'ils ne partagent pas de données individuelles, hein, on n'est pas encore une fois, je préfère le dire parce que souvent il y a des amalgames ou des raccourcis qui sont faits, mais des données de métier, des connaissances liées à leurs études qui font, alors études sur les impacts, les études cliniques des laboratoires pharmaceutiques, études de l'assureur ou de la mutuelle qui évidemment connaît beaucoup de choses sur les modes de vie des gens. Et ils se disent, mais en mettant ça en commun, pas simplement pour connecter le système et rembourser des médicaments, ça c'est un autre sujet, mais en mettant ça en commun, on a une base de connaissances sur lesquelles vont pouvoir travailler alors des spécialistes data qui vont pouvoir traiter ces masses de données, voir des corrélations, des liens de causalité, et améliorer finalement les connaissances et trouver plus rapidement des problèmes pour des pathologies, la façon de les soigner, etc. etc. Donc, ça, ce sont des exemples aujourd'hui où on voit qu'il devient assez naturel, en tout cas dans l'intention et là dans la réalité, de se regrouper. Un autre exemple pour dire que ce n'est pas propre, je dirais, ni à la France ou à des acteurs européens, ni au sujet de la santé. Nous on participe par exemple à un projet qui s'appelle Israel Living Lab for Mobility. C'est là, ce qui est intéressant, c'est que là, à l'initiative, c'est la ville de Tel Aviv qui a décidé de regrouper, de motiver et de créer un espace de confiance. On parle de Trusted Data Hub, donc espace de confiance de données, sur lequel tous les acteurs de la mobilité de cette agglomération vont partager des données. Alors que pour certaines, elles sont limite concurrentes. Donc encore une fois, pas les données de leurs clients. Mais si je suis l'opérateur des caméras pour la gestion du trafic, je suis le loueur de trottinettes partagé, je suis l'opérateur d'autobus de cette ville, on a chacun un morceau du puzzle, un morceau du gâteau de la connaissance de cette mobilité. Et en la partageant, la ville ensuite, elle dit, de toute façon, c'est le même gâteau. On a tous intérêt à ce que ça se passe bien et que ce ne soit pas la jungle à l'anarchie. Donc on va le partager et on va ensemble, soit avec des tiers à qui on va donner accès à ces données, soit ensemble si vous avez ces compétences, utiliser cette connaissance pour essayer de résoudre des problèmes. Donc il n'y a pas de magie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas ce partage de connaissances, là il n'y aura pas de solution. Donc les problèmes, c'est réduire l'accidentologie, c'est diminuer la congestion de certains axes, etc., etc. Donc des choses qu'on connaît partout. Et on voit que cette intelligence collective, elle passe aussi, et ça paraît une évidence, mais par la mise en commun de la connaissance. Enfin, la connaissance, avant que ça devienne connaissance, mais en tout cas des atomes de cette connaissance pour que chacun puisse en bénéficier et travailler ensemble. Peut-être pour compenser ce côté très positif quand même, pas oublier qu'une organisation qui ouvre ses données peut aussi à un moment arrêter de les ouvrir. Qu'est-ce que tu penses d'un cas comme par exemple Twitter ? Au tout début de Twitter, il y avait déjà toute cette traction, donc cet engouement pour le produit, très utilisé, très vite, aux États-Unis en particulier. Et Twitter a très vite ouvert son API qui permettait d'avoir accès à tous les contenus, tous les tweets, tout en ne développant pas forcément très très vite sa propre interface de lecture des tweets, de telle sorte que plein d'acteurs, de petites startups, de petits acteurs se sont mis sur ce créneau de dire je vais faire un meilleur agrégateur de tweets que Twitter. Et les gens utilisaient à l'époque pas du tout l'interface de Twitter comme interface principale, mais d'autres acteurs où on pouvait trier, filtrer, faire ses listes, etc., ce qui n'était pas disponible à l'époque. Sauf que le jour où Twitter a décidé de fermer cette API, voire de monétiser une partie de ces données, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ces acteurs ? Oui, c'est un bon exemple. Tu as raison de le dire, il ne faut vraiment pas tomber non plus dans une forme de candeur ou de naïveté. Il y a des intentions derrière, donc... Alors, comme on les croit ou on ne les croit pas, mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est, pour répondre précisément à ta question, un certain nombre d'acteurs ont disparu, et ont mis assez vite la clé sous la porte, même s'ils ont essayé de lutter contre, ou en tout cas de mettre en avant la position dominante, et d'aller dans les tribunaux, mais évidemment, ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques-uns, malgré tout, ont réussi à s'en sortir, et Twitter les a rachetés, au final. Donc, voilà, on voit, alors, ce que ça démontre aussi, c'est qu'en tout cas, par une ouverture de données, la génération, la stimulation, le développement d'un écosystème, il y a une vraie puissance, on va dire. En tout cas, c'est un levier extrêmement puissant pour acquérir une position. Alors, Twitter, ça ne s'est pas résumé à ça, évidemment, mais de leadership. Voilà. Donc là, c'est une méthode, effectivement, d'un acteur hégémonique, mais enfin, je dirais qui sera... On pouvait imaginer ses intentions, même si on a pu à un moment donné croire que le monde était merveilleux et que tout le monde voulait que les autres réussissent aussi. Ça, on peut de temps en temps croire ça, mais c'est quand même c'est pas ça la réalité en général. En revanche, ce que ça a prouvé et ce que ça démontre, c'est qu'effectivement, on peut utiliser la donnée comme
un levier extrêmement fort d'attractivité, de développement. Voilà. En revanche, si on réutilise des données, il faut toujours effectivement se poser la question, d'où l'importance des points qu'on évoquait tout à l'heure sur faire attention, quelles sont les licences, quels sont les engagements, et ne pas, alors après, chacun son modèle économique, hein, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et se dire, voilà, demain, si ça n'existe plus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, et c'est pas vrai que pour Twitter, hein, on voit des fois, pour des raisons tout à fait autres, des administrations qui ouvrent une donnée et qui, puis pour X raisons, arrêtent de la mettre à disposition et ça met à mal. Voilà. Alors là, on peut plus légitimement leur demander de la remettre en ligne parce que voilà, il n'y a pas forcément de modèle économique derrière, mais ça arrive. Donc il faut être effectivement vigilant à ça. Une dernière crainte qui mérite peut-être d'être documentée, les données personnelles. On en a rapidement parlé, mais ça vaut peut-être le coup de s'attarder dessus. Évidemment, on ne va pas mettre en open data des données qui livrent des informations sur la vie personnelle des gens, avec leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Mais le diable peut se nicher un peu dans les détails. Il y a quand même des cas où, par exemple, aux États-Unis, on a ouvert des données sur les trajets en taxi, justement avec un parti pris qui était de dire on va fluidifier ce secteur-là, faire en sorte qu'il y ait une meilleure attribution des trajets ou que ce soit plus rentable pour les entreprises grâce à l'open data. Et mine de rien, on a un peu fait marche arrière parce que en fait, quand on a des données juste de déplacement sur des gros historiques, eh ben, on peut finalement trouver quelqu'un, on peut se dire c'est là où il habite puisque c'est là où sa course a commencé ou est terminée, retrouver l'adresse de son lieu de travail, etc. Là-dessus, quelles sont les bonnes pratiques, comment elles ont évolué, c'est quoi l'état de l'art aujourd'hui sur la protection des données personnelles et pas se faire avoir comme ça sur des problématiques de protection de la vie privée. C'est vrai que la plupart des sujets qu'on a évoqués, notamment des données, je dirais, des données agrégées qui sont faites à partir de données personnelles, ça exonère pas de faire attention en permanence, hein. Alors après, à la possibilité de réidentification, hein. Des fois, une donnée, elle peut avoir été anonymisée, agrégée, mais finalement, en recoupant avec d'autres informations, on est capable de reconstruire et de faire le chemin inverse. Alors pour quelqu'un qui chercherait, hein, parce que là, on n'est vraiment pas dans le cas de il n'y a rien qui va se révéler, on ne va pas dire, tiens, Jean-Marc Lazare, en tapant son nom, je vais trouver son trajet de taxi. En revanche, quelqu'un qui chercherait absolument à savoir ça pour moi et qui aurait des compétences techniques, et il y en a évidemment, il pourrait effectivement dans certains cas. Donc, il y a quand même des bonnes pratiques et souvent, quand on a des initiatives de mise en ligne d'informations qui sont construites à partir de données personnelles, il y a voilà, là, on fait appel en général déjà à des connaissances, à des pratiques statistiques bien connues. L'intérêt, c'est que voilà, il ne faut pas non plus effrayer les gens, mais se dire que ça fait bien longtemps que des enquêtes statistiques de masse, alors en France, on va parler de l'INSEE, mais tout un tas de choses maîtrisent ces choses-là et savent que, en fonction de la taille de l'échantillon, en fonction de ce qu'on mesure, en fonction de la connaissance, des critères de connaissance du répondant, on serait capable de réidentifier. Donc finalement, gérer les technologies ou les moyens existent, hein. Donc il faut juste effectivement les intégrer dès le départ. Alors quelque part, ce qui est rassurant, parce que j'ai pris tout à l'heure des exemples d'une banque ou même on participe à des projets d'opérateurs télécoms et qui donc utilisent des données de bornage GSM pour ensuite fabriquer des indicateurs sur les mouvements de population. Ce sont des gens qui sont extrêmement surveillés, contraints là-dessus. Donc il y a le savoir-faire, il existe. Maintenant, c'est vrai que les nouveaux acteurs qui sont dans le domaine, il faut qu'ils intègrent ça et c'est pas forcément naturel. Après, l'impact de la protection de la vie privée, notamment avec des règlements comme le RGPD, peuvent contribuer à ça. Maintenant, le niveau d'application, le fait de savoir est-ce que ma donnée elle est utilisée, là on commence à toucher aussi des limites techniques, hein. C'est pas parce que je veux savoir où mes données ont été utilisées. Quand on en est à la 3e réutilisation d'une data, et quand on en est au 3e réutilisateur, 3e agrégat, c'est extrêmement compliqué effectivement ensuite d'aller démêler, de retrouver faire toute la traçabilité du chemin d'une data. Donc c'est une question et sur laquelle il faut être vigilant. Et après, il y a des techniques. Donc soit, comme j'ai dit, sur la production de la data, soit sur les modalités de consommation. Typiquement, nous, quand il s'agit d'anonymiser ou de pseudonymiser, qu'on dit une information, typiquement quand on est sur des logiques de localisation, parce que pour le coup, les États-Unis sont extrêmement avancés là-dessus, sur le partage de données et la mise en ligne de données extrêmement précises, hein. Vous pouvez savoir autour d'un bien immobilier, grâce à de l'open data, combien il y a eu de crimes à 100 mètres de chez vous, ça fait baisser le prix de la maison, etc. etc. Donc on est sur un partage extrêmement précis de ces informations-là. Souvent, c'est au niveau du rendu. Donc,
Par exemple, on a l'habitude d'appliquer des solutions techniques qui vont permettre un petit peu de flouter ou de manière aléatoire de déplacer. Donc l'utilisateur sait que l'information qui lui est partagée, un peu comme quand vous allez sur un site, je sais pas, de location de maison, ça ne vous dit pas précisément où aller, elle est dans cette zone-là. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de techniques. Donc les solutions existent, mais après, effectivement, il faut les mettre en œuvre quand on se met sur ce type de projet et qu'on décide de partager ces données. Autre sujet, transition écologique, changement climatique. L'Union européenne, par exemple, considère que l'ouverture des données, c'est un vrai levier pour lutter contre le changement climatique dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport. Pourquoi c'est considéré comme un levier? Quels sont les cas derrière où on a vu que ça pouvait aider à lutter contre ces crises? Alors la donnée, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est de la connaissance et typiquement dans l'énergie, on s'en rend compte, hein, on parle de grid énergétique d'ailleurs, hein, c'est un maillage avec des producteurs et avec en plus des sources de production de plus en plus variées. Bon, alors les principales, on les connaît, et puis après, il y a des énergies locales ou renouvelables qui se développent. C'est des réseaux de transport, avec dès la haute tension, de la moyenne tension, puis jusqu'à nos compteurs, etc., etc. Donc on voit qu'en fait, c'est un maillage et tous ces acteurs qui sont extrêmement nombreux ont besoin pour mieux fonctionner ensemble, de se partager des données. Donc en fait, déjà à ce stade-là, on voit que dans une période, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas quand on a pensé que l'énergie serait abondante, sans limite, etc. Mais dans une période de tension, il faut mieux travailler ensemble et encore une fois, il faut comprendre ce qui se passe, échanger de l'information à travers ces données pour adapter. Donc là, c'est vraiment déjà même pour le fonctionnement du système, pour qu'il soit entre guillemets moins consommateur, plus frugal, moins impactant, on va dire, c'est nécessaire. C'est vrai que quand on se met zéro contrainte, on y va et puis on ne se pose pas trop de questions. Donc ça a été un premier point. Deuxième point, puisqu'on parle de changement de comportement finalement, hein, qu'on appelle ça sobriété, frugalité, tout ce qu'on veut, en tout cas qu'on fasse attention à la façon de consommer, l'individu, alors l'individu lui-même, mais ou en tout cas celui qui fournit l'individu, hein, donc ça peut être n'importe quel je dirais, professionnel qui va nous fournir, c'est un service de voiture partagée, qui va nous fournir les personnes chez qui on va aller acheter des produits, je sais pas, le supermarché. Ces gens-là ont besoin, ces entreprises ont besoin, elles, de bien pouvoir mesurer, comprendre aussi quel est leur impact. Il ne s'agit pas de se dire, des fois je peux avoir des fausses bonnes idées, j'éteins la lumière, et en fait il y a peut-être zéro impact versus d'autres actions. Donc tout ça, ça se mesure. Donc on voit que le partage de données, la mise à disposition de ces données-là, pour peu qu'on puisse effectivement les interpréter et les rendre intelligibles, encore une fois, et compréhensibles par le plus grand nombre, c'est cette connaissance-là qui va impacter nos comportements et surtout aussi le comportement des gens auprès de qui on achète des biens et des services au quotidien. Donc on voit d'ailleurs, nous on le mesure, on a travaillé beaucoup sur des projets auprès d'acteurs de l'énergie, producteurs, distributeurs d'énergie, et on voit la demande pour la donnée énergétique, mais on la mesure, hein, un nombre d'appels sur les plateformes augmenter de jour en jour. Hein, en tout cas, de semaine en semaine, on ne la mesure pas au quotidien. Et il y a un vrai appel d'air, une vraie demande pour de la data énergétique venant de secteurs extrêmement variés. Je dirais de l'opérateur de mobilité nouvelle, trottinette, en passant par les énergéticiens classiques, évidemment les pouvoirs publics. Tout le monde a besoin de cette connaissance pour ensuite se dire, OK, se baser là-dessus, je vais faire évoluer mon mix énergétique. Basé là-dessus, je suis capable de mesurer mon impact. Est-ce que je suis bien, je ne suis pas bien, etc. Donc c'est une des raisons pour laquelle c'est clé. Un deuxième aspect, c'est quand on parle de données par rapport à l'énergie, ce n'est pas que la donnée énergétique. En fait, l'énergie, sa consommation, c'est une traduction de l'activité humaine, enfin humaine, on va dire tout ce qui est en tout cas sous notre contrôle. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres données alternatives qui permettent de le mesurer. C'est souvent le croisement entre les deux. Alors, il y a plein de moyens de le faire, mais typiquement, des données télécom qui me permettent de connaître les mouvements, la circulation des populations, rapprocher ma consommation énergétique, ça me permet d'anticiper des choses, d'analyser effectivement les corrélations, voire les causalités entre les deux, et encore une fois, de chercher des solutions. Donc, on voit qu'il est clé dans des moments, encore une fois, particuliers de tension, de crise, de transition. Voilà, et ça, c'est vrai pour l'énergie. Ça a été vrai pendant la période Covid, et ça sera vrai pour d'autres moments. Ça connecte les dots, comme disent les Américains, et à un moment donné, ça crée une capacité à faire circuler l'information, à trouver de bonnes solutions. Et du coup, à rendre possible l'utilisation de tout un tas d'autres moyens technologiques qui sont du traitement à grande échelle de la donnée, de l'algorithme, etc., qui, si cette connexion et ce partage n'existent pas, travaillent entre guillemets sur paillasse, hein, et c'est très sympa de faire fonctionner ça à petite échelle, mais à la fin, ça ne résout pas beaucoup de problèmes pour le plus grand nombre.
Et du coup, effectivement, il faut qu'il y ait cette matière pour connect the dots, mais j'imagine que c'est pas suffisant. C'est quoi les conditions pour que la recette prenne au-delà du partage des données? Alors, pour que la recette prenne, on l'a dit, hein, c'est mettre autour de la table et surtout engager le mouvement pour un maximum d'acteurs. Parce qu'au départ, ça paraît simple à raconter, on imagine, alors c'est jamais simple à faire parce qu'il y a tout un tas de lourdeur, de lenteur, mais c'est pas très compliqué pour des gros acteurs qui produisent, qui distribuent de l'énergie, de se mettre en mouvement, de mieux travailler ensemble. Donc c'est déjà effectivement un premier bénéfice, hein. Après, si on veut vraiment emmener tout l'écosystème, ça veut dire que si on prend voilà, à l'échelle par exemple du bâtiment dans lequel on se trouve, quelque part, on va consommer des datas qui viennent, enfin, on va consommer de l'énergie, pardon, et donc avec des datas associées, avec quelqu'un qui gère ce bâtiment, des gens qui sont, je dirais, vigilants à la consommation aussi et à la mise en place de services, que ce soit sur la gestion technique du bâtiment, etc. Donc, on voit qu'il y a tout un écosystème. Et là, quand on parle de gestion technique du bâtiment, c'est la PME du coin, possiblement, qui elle-même pas de service informatique ou une étude data pour traiter ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de maillons qui sont en train de se transformer, hein, qui fait qu'à un moment donné, on parlera peut-être plus de data, mais peut-être que le gestionnaire technique de ce bâtiment, dans quelques années, grâce à ça, et si possible le plus vite possible, sera capable d'avoir des informations extrêmement précises sur l'impact de ses actions, sur des recommandations peut-être, on va dire, intelligentes, au sens, qui en tout cas sont un peu nouvelles et un peu plus smart, pour quelque part que l'impact de notre activité humaine, de l'utilisation de ce bâtiment soit moins. Voilà, c'est un peu un exemple trivial, mais on voit que le chemin est long entre les données de la production et ça, et donc il y a toute une transformation à faire au sein de cette filière et puis de toutes les autres où évidemment le sujet est pertinent, quoi. Revenons sur la partie outils. Concrètement, pour les gens qui soit cherchent à accéder à des données, soit pour des gens qui travaillent sur la mise à disposition des données, ça se passe dans quel type d'interface? Il faut aller où? Par quelles étapes on passe? Ouais, très bonne question parce que là, on parle un peu d'une philosophie générale, alors un peu plus de cas concrets, de bénéfices. Maintenant, tout ça, il faut le mettre en œuvre et puis que l'utilisateur final, dans son quotidien, comme je le disais au début, puisse certes utiliser, mais avant de pouvoir utiliser, il faut comprendre et puis avant de comprendre, il faut trouver. Donc, il y a quand même si on faisait un peu une analogie avec la logistique, hein, c'est ce dernier kilomètre dernier kilomètre de la data avant qu'elle puisse être utilisée, comment on fait? Alors, déjà, tout ça, ça ne remet pas en cause les usines à données, hein. La fabrique des données, c'est les systèmes d'information, quels qu'ils soient, donc les logiciels métiers, les plateformes IoT, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses qui... Et donc, à partir de là, on va ensuite rendre visible cette donnée pour le plus grand nombre. Très concrètement, en fait, et on n'en est pas encore là, hein, je dirais que ça commence à l'être dans certains secteurs et pour certains types de données, mais on doit pouvoir accéder à la donnée, et c'est la comparaison ou l'analogie que je faisais au début de notre discussion, comme avec n'importe quel moteur de recherche sur Google, hein. Donc, quand je dis ça, comme aujourd'hui, on est capable dans une entreprise, une organisation publique, mais de la même manière aussi à l'extérieur sur un site internet, on tape sur un moteur de recherche, on trouve des contenus, ça doit être la même chose pour la donnée. Donc, quelque part, si mon sujet, c'est de dire, voilà, je cherche des datas sur la production énergétique éolienne en France, je dois pouvoir taper sur un bon moteur de recherche web, typiquement, si on est sur de la donnée publique, données publiques éoliennes France. Et assez logiquement, et là je pense que ça sera le cas parce que je connais le sujet, vous allez tomber sur un portail data d'une agence énergétique française, si vous êtes en France, et vous allez tomber sur une liste, un catalogue, comme aujourd'hui vous avez une liste de réponses sur votre moteur de recherche, et puis après vous descendez, puis vous trouvez la réponse qui vous paraît, ou en tout cas le lien qui vous paraît le plus intéressant. Là, vous allez avoir un certain nombre de ressources que vous allez pouvoir affiner, comme sur un catalogue de vente en ligne. Est-ce que vous voulez des données françaises, européennes? Est-ce que vous voulez de l'éolien comme ci, comme ça? Voilà. Et puis à un moment donné, vous allez cliquer sur ce lien et c'est là que vous allez tomber sur, justement, en général, on revient un peu à notre bonne partie de tout à l'heure, 3 modes de consommation. Si moi, je veux consommer de la donnée brute, au sens, je veux télécharger un fichier, je vais pouvoir cliquer sur un lien, télécharger un fichier dans un format standard, CSV ou autre. Si je suis plutôt un développeur et qui a envie de nourrir de manière automatique et ne plus y revenir mes applications métiers, parce que, je sais pas, cette information-là permet à mes algorithmes de prendre des décisions, je vais avoir une API au même endroit, hein, c'est un onglet différent finalement. Et si je cherchais juste une information, je souhaitais savoir quelle était la valeur de la production éolienne le mois passé,
bah, je vais peut-être juste accéder à une courbe ou à un graphique ou une carte, en fonction de la représentation, qui me donne cette information-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, bah, petit à petit, comme je dirais, le web s'est construit pour les autres contenus, bah, petit à petit, le web des data est en train de se construire. Donc évidemment, on n'y est pas. On ne peut pas répondre à la question avec une seule solution. Mais en tout cas, bah, on parlait de l'énergie là, ça commence à être le cas pour d'autres secteurs, peut-être pour changer un peu de domaine et puis montrer que ça ne concerne pas que des sujets de service public ou autre. Une entreprise, enfin un groupe comme Kering, avec ses marques bien connues comme Gucci, etc. Si vous cherchez données RSE ou SG Kering, bah, vous allez tomber. C'est un grand groupe de luxe qui est très en avance là-dessus, sur un portail data et avec bah, les interfaces que je décrivais, une carte pour voir l'impact environnemental de ces différentes activités, de sa supply chain, de ces tanneries de cuir dans tel ou tel pays. Donc, c'est extrêmement précis. Et si vous voulez, alors pour plein de raisons différentes, avoir la donnée brute, hein, bah, vous pouvez accéder au téléchargement des fichiers. Alors, pourquoi vous pourriez avoir besoin de ces données brutes? Bah, soit parce que vous êtes peut-être un influenceur qui veut aller vérifier que les déclarations de ce groupe sont conformes dans les données qui sont publiées. Vous êtes une ONG, vous aimez un peu challenger, et c'est des cas concrets, ça crée du dialogue. Ou alors vous êtes un créateur qui a envie de travailler pour une des marques du groupe Kering et de lui proposer des produits à moindre impact environnemental. Alors moi en tant que, alors, c'est pas moi personnellement, c'est pas, mais moi créateur peut-être de sacs ou de lunettes, bah, si j'ai pas les datas brutes pour savoir que si j'utilise telle matière dans tel pays avec tel procédé, il y a peu de chances que j'ai l'information de connaître l'impact environnemental chiffré en euros, enfin, il y a différents modes de mesure. À partir du moment où un des leaders du marché me partage sa base de connaissances, bah à la fin, avec un peu une addition assez simple, je suis capable de dire, voilà, je vous ai proposé un produit qui, parce qu'il utilise tel procédé, a tel impact. Donc on voit qu'effectivement, il y a toute une filière qui s'organise autour, en l'occurrence, d'un des leaders du marché qui souhaite avoir ce rôle de transformateur, je sais pas, on dit, grâce à la data. Ça, c'est pour la personne qui cherche des données qui viennent de Kering, qui viennent de l'agence de l'énergie. Mais en interne, dans l'agence de l'énergie ou au sein du groupe Kering, comment ça se passe? Est-ce qu'on indexe des fichiers ou des API ou des jeux de données qui existent déjà et puis voilà, on fait des passerelles, des liens vers ces ressources? Ou bien est-ce qu'on se dit, on met à un moment, toutes les ressources sont les mêmes au même endroit et là, ça, c'est pour le partage? Alors dans la méthodologie et l'organisation, alors j'ai envie de dire, il y a des pratiques quand même assez variées qui sont propres déjà aux pratiques informatiques qui existent dans les groupes. Cette question-là, elle se pose déjà pour pas mal de choses. On va avoir tendance à déjà aller sourcer la donnée là où elle existe, donc on ne va pas remplacer. Des fois, à créer des données, à créer des projets ou des processus pour créer des données qui n'existaient pas. Voilà, c'est-à-dire que quand on se dit, tiens, ça serait vraiment bien de générer tel usage, de permettre ceci grâce à cette donnée, mais on se rend compte que des fois la donnée n'existe pas ou pas d'assez bonne qualité. C'est aussi une façon de se rendre compte des fois des efforts qu'on a à faire ou des nouveaux projets qu'on a à mettre en œuvre côté coulisses, on va dire, pour améliorer la qualité de ces données, ce qui est d'ailleurs une bonne façon aussi de juger des efforts qu'on doit mettre dans ces projets informatiques, c'est de mesurer par rapport à la valeur d'usage pour d'autres. Et puis après, alors est-ce qu'on met tout au même endroit? Oui, je dirais qu'au sein d'une entreprise, je ne parle pas du stockage, la donnée brute, encore une fois, elle est fabriquée quelque part dans une des bases de données, donc il ne s'agit pas d'aller tout rassembler, ça n'a pas tellement de sens de ce point de vue-là. En revanche, l'espace où le hub, le portail, le catalogue de données que l'on va mettre en ligne pour l'interne comme pour l'externe, chez Kering par exemple, c'est exactement le même outil. La seule chose, c'est que si on s'identifie en tant que collaborateur, je vais avoir accès éventuellement à plus de données, avec peut-être des mises en forme. Et si je suis le grand public, je vais avoir accès à une version qui est publiable pour tous. Donc, c'est ça qui est important. En revanche, c'est cet alignement. C'est que ces deux faces d'une même pièce, un accès, en tout cas, sont basées sur la même ressource et la même data. C'est ça qui fait l'alignement et la cohérence. Donc, c'est pas juste une posture. C'est ça que je trouve assez remarquable. Voilà, chez des dirigeants d'un grand groupe dont on peut se dire qu'à la base, c'est pas un groupe technologique, en tout cas dans son cœur de métier. C'est d'avoir compris que sa transformation, elle passait sur l'alignement des trois parties prenantes que sont les collaborateurs, les parties prenantes externes, influenceurs, etc., et les clients. Le point de départ de ce projet, c'est quand des clients avaient, entre guillemets, du mal à avoir réponse auprès des conseillères en boutique sur « mais au fait, j'aurais acheté telle paire de chaussures, tel vêtement, quel est son impact ?» Et ils se sont dit « mais en fait, est-ce qu'on a cette donnée nous-mêmes ?» Et au fait, quand on fabrique nos produits, est-ce que nos créateurs ont cette information-là? Et donc, ils se sont dit, mais en fait, ce qui est important, c'est de rassembler effectivement au même endroit toute cette connaissance de base
Et après, la façon de l'exposer, c'est de l'exposer dans des formats peut-être un petit peu différents, avec des granularités un peu différentes. Et quelque part, avec un projet qu'on pourrait décrire de manière un peu technique ou technologique, c'est extrêmement fort en termes d'alignement de toutes les forces, que tout le monde consomme la même information et finalement est embarqué dans le même mouvement. Je trouve cet exemple-là assez novateur, au-delà de peut-être un petit peu en avance sur les autres, c'est d'avoir lié data, technologie et transformation de son activité dans un monde qui est plutôt un monde de savoir-faire et de maison de luxe, quoi. Ce que tu as l'air de nous dire, c'est qu'au final, la meilleure façon de faire ça, c'est pas d'avoir un process cloisonné pour le partage des données, la mise à disposition des données, mais c'est vraiment que ça s'intègre dans la chaîne de valorisation interne des données. Oui, complètement, c'est un process. Alors, il y a un terme qui recouvre plein de choses différentes, hein. Bon, on entend de plus en plus parler de data gouvernance. Alors derrière ce terme-là, c'est aussi bien des process, c'est de travailler moins en silo sur les sujets data. C'est qui dit gouvernance dit favoriser effectivement l'autonomie, mais avec des règles peut-être nouvelles, mais claires, hein. On fait pas forcément n'importe quoi, on partage peut-être pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça va complètement s'intégrer dans des process existants, ou faire évoluer des process existants, encore une fois, pour favoriser la circulation de la donnée. Le but, justement, c'est aussi d'éviter, parce que, on est réaliste, hein, on travaille tous dans des organisations diverses et variées, et on se rend assez vite compte qu'il y a toujours une donnée, elle est vite copier, recopier, recopier, et on se retrouve avec des sources un peu à droite à gauche, des espèces d'IT, de systèmes d'information de BIS, on parle de shadow IT qui se crée ici ou là. En fait, une des vertus, c'est de se dire on va simplifier et on va finalement, en rendant plus visible, plus transparent quelque part, même en interne, hein, les démarches de mise à disposition des données, on se donne une chance que cette single source of truth, comme on dit, hein, elle soit connue, et que finalement, on évite que des gens soient tentés d'aller chercher de la donnée ailleurs, à l'externe, en interne, et d'interagir directement. Donc, on a parlé d'ailleurs au début du mouvement Open Data, ou quand on a créé la société Open Data Soft, on parlait de réseau social de la donnée. Alors, on ne dit plus trop ça parce que ça crée un peu de confusion, mais quelque part, c'est un peu ça. C'est chaque fois qu'il y a un portail de data ou un nœud, un hub de données qui se crée en interne ou en externe, on vient construire cet Internet des données. Et c'est là qu'après, les technologies d'Internet, c'est pas de la magie, hein, elles sont puissantes et elles permettent, une fois que le contenu commence à exister et à être visible, les moteurs de recherche se mettent en branle, et on commence à pouvoir chercher dans une masse de contenu beaucoup plus importante, etc., etc. Donc on en est là, on est dans ce moment de transition où le volume de données, sa diversité commence à être suffisamment intéressante pour que ces hubs de données, ces places de marché de données, chacun les appelle un petit peu d'une manière différente en fonction de son modèle et de sa place dans l'écosystème, commence à être le sujet du moment, et surtout le sujet des prochaines années. Et alors, où est-ce qu'on va dans les prochaines années? Comment tu vois le secteur évoluer? Il y a deux aspects dont on peut, il y en a sans doute plein d'autres que je ne vois pas, mais il y a deux aspects importants. Il y a un aspect de traçabilité. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais encore une fois, c'est comme quand aujourd'hui, ça passe assez naturel quand on est producteur de contenu, on cherche à le rendre accessible par viralité au plus grand nombre. Évidemment, on cherche à toucher des gens, et on est capable, grâce aux outils, de mesurer. Je suis capable de dire, tiens, j'ai poussé un article de blog et je cherchais telle audience, et j'ai tous les outils pour mesurer s'il a été ouvert, pas ouvert, consommé, réutilisé, repris, etc. C'est un peu la même chose pour la donnée. On commence, nous, à avoir des projets où des clients assez avancés dans leur stratégie, ou une vraie stratégie de valorisation, de tracking finalement des usages, et de se dire, tiens, je sais que cette donnée-là, elle a été consommée à travers une carte, consommée à travers un graphique, consommée à travers une API, reprise N fois, plutôt par tel type. Voilà. Donc, et sachant, comme on le disait, une donnée plus une donnée en fait une autre, c'est assez subtil, parce qu'il faut savoir que cette nouvelle donnée est issue de deux sources. Donc, cette traçabilité, ce graphe, on va dire, des données, donc là, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur lesquels, en tout cas, les plus avancés en termes de projet, de stratégie ou de gouvernance de données, sont. Donc, on est très impliqué là-dedans, parce qu'évidemment, en tant qu'apporteur de technologie, on doit être aussi aux avant-postes de ça. Deuxième sujet, on a parlé des moteurs de recherche, c'est une analogie peut-être un peu rapide, mais c'est la réalité, hein, il y a un peu un Graal que les uns et les autres recherchent, de se dire, est-ce qu'il y aura, parce que difficile de dire si c'est comme ça que ça se passera, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va un peu préempter ça,
voilà, comme Google a préempté le sujet de la recherche du contenu, notamment aussi grâce à un modèle économique qui l'a permis, hein, de la publicité. Donc aujourd'hui, sur la data, il n'y a pas, enfin sur les données dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de sujet de régie publicitaire ou de modèle économique qui permettrait voilà, de développer des solutions massives en les finançant avec de la pub. Donc voilà, il y a où est-ce que ça va? Je pense qu'effectivement, il y a une attractivité extrêmement forte vers tous les catalogues un petit peu unifiants, hein, de la donnée. Il y a pas tout. Typiquement, nous, Open Data Soft, c'est un sujet sur lequel on est présent, puisque au-delà de nos solutions, voilà, on agrège plus de 28 000 sources de données sur nos propres solutions. On a un portail public, donc on est un des acteurs en pointe là-dessus. J'espère que évidemment, ça nous réussira d'avoir pris le parti aussi d'agréger gérer les données publiques sur nos propres solutions. Mais c'est vraiment un des sujets. Alors, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions, d'envie autour de ça et de tout type d'acteurs. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui nous fait penser que c'est un peu le sujet de demain, c'est que nous, on est impliqués dedans, des gens comme Google le sont naturellement, mais d'autres acteurs de la technologie qui n'ont rien à voir avec le partage de l'ouverture de données disent « mais j'aimerais bien aussi mettre à disposition ces réservoirs de données publiques à travers mes solutions », donc c'est un vrai sujet. Par exemple, là, c'est assez facile. Je pourrais citer tous les gros acteurs de marketplace technologique, hein. Donc, si je veux vexer personne, je peux dire AWS, enfin Amazon, Microsoft et plein d'autres players peut-être un peu moins connus, mais qui sont dans le champ de la technologie. Tous les acteurs du cloud, parce que quelque part, c'est aussi les chaînes de valeur qui remontent. C'est un peu comme l'histoire des contenus et des tuyaux, hein. Il y a eu des tuyaux, puis après il y a eu des contenus, puis c'est ceux qui fabriquent les contenus aujourd'hui qui semblent tirer les subsides de tout ça. C'est un peu pareil ici, hein. Il y a des gens qui fabriquent, qui exploitent des data centers, puis des gens qui ont toute une infrastructure pour aller computer ça de manière très performante. Sauf que petit à petit, on sent qu'un jour, la valeur, elle sera dans dans le cas, dans le service de consommation de cette donnée, plus que dans sa fabrication. Donc, enfin plus, ou au moins autant à un moment donné. Donc, et c'est là qu'on voit que les acteurs qui sont plutôt dans les couches infrastructure, stockage et traitement en masse se disent peut-être pas rater le train et c'est bien que je sois tout de suite présent sur la partie usage et contenu. Jean-Marc, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et quelque chose que tu as envie d'ajouter? On a parlé d'à peu près tous les sujets, mais j'aimerais bien ajouter, si ça n'a pas déjà transparu dans mes propos, c'est que voilà, il ne faut pas avoir peur de la donnée. Nous, on s'est rendu compte souvent, quand on employait ce terme-là, que ça a créé des réactions un peu anxiogènes. Alors, pour différentes raisons, hein, l'anxiété liée à mes données personnelles, voilà. Et puis, de l'autre côté, des fois, l'anxiété parce qu'on a l'impression de rien y connaître et que c'est un sujet de... Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien dire, la donnée, c'est le nouveau contenu, c'est de la connaissance. Je pense qu'il y a 5 ans, pour le Kidam, produire une vidéo, ça lui paraissait hors de sa portée et c'était l'affaire de gens qui travaillaient sur les plateaux télé ou dans le cinéma. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas la même qualité que les professionnels, mais on peut produire. C'est un peu pareil pour la donnée. Je pense qu'on est à un moment où peut-être qu'on arrêtera d'ailleurs de parler de données. On parlera sans dire ce mot-là de différents usages et je crois qu'effectivement, c'est assez prometteur. Donc, c'est plutôt un message, s'il y a besoin d'optimisme, on va dire, de dire c'est un vrai levier de changement, et puis pour aider à résoudre, voilà, c'est ce que je dit, on a plusieurs exemples, on a pris l'énergie, on a pris le Covid, ça nous a montré à quel point ça nous aidait collectivement à trouver des solutions. En tout cas, c'est ce à quoi moi je crois et j'essaie de contribuer, y compris avec notre société Open Data Soft. Voilà, c'est de favoriser cette intelligence collective, voilà, sans naïveté, sans candeur particulière. Il y a beaucoup de choses à faire en plus. Mais voilà, ça, je pense qu'on peut collectivement être des acteurs d'un changement positif et aussi face à des crises auxquelles on fait face en ce moment. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation, un livre, une conférence, un article, quelque chose à ne pas manquer pour bien comprendre ce sujet? Alors, il y a pas mal de choses, mais ce qui me vient à l'esprit spontanément, alors il y a un institut en Angleterre qui s'appelle l'Open Data Institute, mais qui, un peu comme nous avec Open Data Soft, ne concerne pas que l'Open Data public, hein. Ils ont été précurseurs et donc ils ont un site très bien fait avec beaucoup de ressources. Il avait été créé par l'administration britannique au départ, mais ensuite ça a beaucoup impliqué aussi bien le public que les entreprises. Donc il y a beaucoup de recherche académique.
justement sur la prospective, les modèles économiques, beaucoup d'exemples et de tutoriels. Donc j'invite à aller, je sais pas, une partie particulière une partie spécifique de ce site, mais voilà, y aller, l'Open Data Institute, ODI pour les initiés, vous trouverez ça facilement et beaucoup de ressources très intéressantes sur ce qui existe et surtout de prospective. Un autre, peut-être une deuxième chose que je pourrais partager, alors c'est pas pour faire de l'autopromo, mais nous, on a eu la chance de pouvoir organiser des conférences donnant la parole à beaucoup d'acteurs qui se sont engagés, alors quand je dis acteurs, entreprises, administrations, qui se sont engagés dans des projets parfois très importants et on a organisé des conférences où ils sont venus témoigner, donc conférences qu'on appelait ou qu'on appelle quand on les organise Data on Board. Donc si vous allez sur une chaîne vidéo type YouTube et vous cherchez Data on Board 2021, qui était la dernière édition, vous aurez voilà, des dizaines de témoignages de Chief Data Officer, de banques, de responsables data d'administration, de la ville de Paris, de la BPCE. Donc c'est intéressant, je dirais, d'entendre ces personnes dire pourquoi ils l'ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où ils se projettent. Voilà, et probablement que ça vous parlera encore mieux parce que vous y retrouverez de par leur métier ou leur secteur d'activité. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline, c'était un plaisir d'échanger certes sur j'ai notre passion de la data et puis aussi toutes les belles années qu'on a devant nous autour de ce sujet. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Bridge.